Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur vous. Mes frères et sœurs étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui, Dieu le veut, avec un nouvel article, l'article sur l'organisation judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Lorsque nous parlons du pouvoir judiciaire, vous vous souvenez des tribunaux, des types de tribunaux, des compétences des juges, des dirigeants des tribunaux, etc. Avant cela, le tribunal d'aujourd'hui était considéré comme l'un des équipements publics. Il a accumulé dans ses activités administratives les équipements publics de son village et les chartes récemment émises. Il considère que l'utilité publique désigne les tribunaux et il considère que les tribunaux sont des utilités publiques parce qu'ils supervisent la prestation de services publics dans les utilités publiques, à savoir les installations de sécurité judiciaire, et protègent les droits et libertés de la population. L'évolution historique de l'organisation judiciaire au Maroc. Oui, l'évolution historique de l'organisation judiciaire au Maroc reflète une riche interaction entre les pratiques traditionnelles, les influences coloniales et les réformes modernes. Quels sont les développements les plus importants dont le système judiciaire a été témoin depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours? Il est naturel que toute personne soit confrontée à un problème dans sa vie et peut avoir une plainte devant les tribunaux. Par conséquent, les tribunaux jouent leur rôle dans le règlement des litiges entre individus. Ils constituent une institution publique qui fournit des services publics aux citoyens, comme un établissement de sécurité judiciaire. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est devenu une troisième autorité après le pouvoir législatif et exécutif. Oui, il était auparavant sans autorité. Ce n'était pas une autorité car l'État n'existait pas. Mais avec l'apparition des premiers traits de l'État, le pouvoir judiciaire est devenu parmi les piliers les plus marquants de l'État. Quel est le rôle du pouvoir judiciaire? En tant que citoyens, nous vivons dans une seule société. Chacun de nous a intérêts, caprices, problèmes pouvant conduire à des conflits entre les personnes. Et au lieu de pour permettre aux conflits et aux combats d'éclater, nous avons besoin d'un tiers pour trancher dans les litiges entre particuliers. C'est le pouvoir judiciaire. C'est donc le rôle premier du pouvoir judiciaire, protéger les intérêts communs et protéger les droits et les libertés des personnes. L'organisation judiciaire est le cadre qui organise le travail judiciaire, selon des règles et des principes spécifiques, avec un accent sur l'établissement, la formation, la compétence et la méthode des tribunaux. Son travail, outre les contrôles et les règles d'organisation qui régissent le travail des juges et assistants de justice. Le Maroc d'aujourd'hui possède le XIIe siècle, mais avant le XIIe siècle, le Maroc était présent. Donc, nous sommes au XIIe siècle associés à la civilisation arabe islamique. Le Maroc ne peut pas exister sans système judiciaire. Non, il y avait des entités qui séparaient les gens, leurs disputes frontalières, symptômes, sang, irrigation, arrosage. Et il était le chef de chef tribal et celui qui tranche les différends sur la base d'un ensemble de règles et les coutumes établies dans la tribu. Alors, quelle est la notion de pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire rend une décision de manière contraignante. Il y a une différence entre le pouvoir judiciaire et la fatwa. Une fatwa est une déclaration de la charia de manière contraignante. Quant au pouvoir judiciaire, c'est la déclaration de la charia tout en le contraignant. Donc, la fatwa est la déclaration de la charia, sans y être obligé. Dans le passé, une personne retirait elle-même ses droits en délinquant, car l'État qui vous retirait vos droits n'existait pas. Par conséquent, le chaos et la tourmente ont prévalu, où les forts ont vaincu les faibles et les riches ont mangé les pauvres. En d'autres termes, la victoire. La majorité aux dépens de la minorité. Cette étape est donc celle qui prévalait dans les premières versions de l'existence humaine. Étape tribale.
Après l'émergence du concept de tribu, les gens sont devenus soumis à l'autorité de la tribu, puisqu'il est devenu le chef de la tribu. C'est lui qui arbitre les conflits entre tribus, souvent sur les frontières, l'argent, l'irrigation, symptômes, sons, etc. Et durant cette période, un ensemble de coutumes et de traditions se sont établis. L'étape de l'émergence des religions célestes. Bien sûr, lorsque nous parlons de l'émergence des religions célestes, nous pensons à un groupe de prophètes et de messagers. Un messager de Dieu Tout-Puissant, tel qu'Adam, Noé et Idris, que la paix soit sur lui. Chaque prophète viendrait trancher et résoudre les différends. Ce qui était parmi le peuple, bien sûr, parce qu'il était venu avec un message céleste tolérant. Et avez-vous fait référence au Saint-Coran dans la sourate lorsque Dieu Tout-Puissant a parlé de l'histoire de Daoud? Écoute sa verset. Et nous avons fortifié son royaume et lui avons donné la sagesse et la parole décisive. La nouvelle de l'adversaire vous est-elle déjà parvenue lorsque vous entouriez le sanctuaire? Lorsqu'il arrivé vers Daoud, il fut terrifié par eux et ils dirent: n'ayez pas peur, nous sommes deux adversaires qui se sont fait du tort. Jugez donc entre nous et ne vous inquiétez pas. Soyez courageux et guidez-nous vers le droit chemin. Voici mon frère. Il a 99 brebis, j'en ai une. Il a dit: garantissez-le-moi et réconfortez-moi dans le discours. Alors, quelle est la signification de ce verset? Ce qui signifie ce verset, c'est que le prophète de Dieu, Daoud, gouvernait et épousait le peuple, des gens qui se disputent. Cet homme a 99 brebis, comme indiqué dans le verset, et il jugera entre elles. Il rendra donc une décision basée sur les arguments. Preuve et preuve à l'époque du prophète. Le prophète était un messager, comme vous le savez, mais parfois il développait parmi les gens. Nous avons un hadith pour que vous puissiez le connaître complètement. Le prophète a dit: vous vous disputez devant moi, alors que l'un de vous soit sensible à son argument. L'argumentation, donc, je décide pour lui comme je l'entends, car c'est un morceau de feu, alors qu'il le prenne ou le laisse. Quel est le sujet de hadith? Deux personnes qui se disputent, dont l'une est injuste et l'autre opprimée. L'injuste peut avoir témoin et argument, alors que la personne opprimée n'a pas d'argument ou des témoins pour prouver son innocence. Nous remarquons ici que l'oppresseur s'est transformé d'oppresseur en opprimé, et l'opprimé peut ne pas avoir d'argument ou de données qui renforcent son injustice. Alors, notre prophète qui gouvernera en faveur de qui? Bien sûr, les preuves servent de preuves. Car notre prophète, que la paix soit sur lui, jugera l'oppresseur par qui s'est manifesté des arguments convaincants. Et le prophète jugera apparemment et dira: je n'étais pas avec vous lorsque vous vous disputiez. Alors on dit que le juge juge aujourd'hui sur l'apparent, sur les documents, sur les arguments, sur les dossiers en sa possession. Le juge ne connaît pas l'invisible. Cela signifie tel qu'il nous a été donné. Comment était le système judiciaire à l'époque de prophètes? Le pouvoir judiciaire à l'époque de la civilisation arabe islamique était bien entendu conforme à la loi islamique. Et parmi les nominations des juges, il fallait qu'ils connaissent la loi islamique, le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Et si nous parlons des juges les plus célèbres, souvenez-vous du juge Shuraih ibn Shahab, du juge Mawardi, Ayad al-Yahsubi et d'autres juges similaires, dont le nom est apparu dans l'histoire de l'islam au Maroc. Voici donc comment le pouvoir judiciaire à l'époque de prophètes faisait partie de l'histoire du patrimoine islamique. La loi islamique a continué à être appliquée
pendant la période d'Elissa, même avant le colonialisme, lorsque la gouvernance était légitime et que les tribunaux statuaient. Les charia et la jurisprudence islamique et les juges sont des Marocaines familières avec la sunna et les principes de la loi islamique. À cette époque, chacun se défendait en cas de litige, car il n'y avait ni avocat, ni procureur. En général, il n'y avait qu'un seul juge, et chaque partie devait apporter les documents prouvant son innocence sans avoir besoin d'un avocat. La loi islamique a fait partie de l'histoire de la voie islamique, jusqu'à la période coloniale, lorsque l'organisation est devenue. Les relations judiciaires avec les Français pendant la période coloniale. Et avec le début des relations avec la France, on a commencé à parler de la notion de protection. Le pouvoir judiciaire pour protéger les droits et la liberté. Le concept de justice institutionnelle est devenu celui qui occupe le plus grand espace dans le système judiciaire. Au lieu de la justice tribale, où il a commencé, la justice s'adopte à travers les institutions. Ce qui signifie l'existence de procédures, d'arrêtés, de lois, d'arrêtés, de textes, etc. Tribunaux de la charia. Avant le passage à la période coloniale, en 1912, nous avions un certain nombre de tribunaux au Maroc. Ils sont appelés tribunaux de la charia. Ils appliquent des dispositions de la charia et les dispositions de la jurisprudence islamique aux musulmans. Nous avions des tribunaux hébreux qui s'appliquaient aux juifs pour des questions de statut personnel concernant les juifs. Tribunaux consulaires. Celle-ci était liée à la présence d'étrangers au Maroc, où les tribunaux consulaires ont vu le jour sous le règne du sultan Moulay Ismail. En XVIIe siècle, lorsque la France passe un accord avec le sultan Moulay Ismail pour juger les étrangers au Maroc, où il lui dit « Si la communauté française entre au Maghreb, ou des accords ou des conflits surviennent, nous les jugerons dans nos consulats. Avec vous au Maroc, c'est-à-dire les consulats marocains, cet accord était réciproque, comme le pouvaient les Marocains, être jugés en France de la même manière. Et c'est pourquoi on les appelait tribunaux consulaires. Bien sûr, ils disposaient de privilèges judiciaires, puisqu'il s'agissait de tribunaux consulaires. Mais ils disposaient d'un ensemble de privilèges qui différaient de ceux du système judiciaire de la charia pour les musulmans ou du système judiciaire hébreu pour les juifs. Les tribunaux des entrepôts. Dans l'Antiquité, elle était considérée comme le centre du pouvoir judiciaire, où le commandant, le Bacha, était la personne qui décidait les litiges entre individus et tribus. Il disposait de l'autorité administrative et territoriale et assistait le demandeur et le défendeur. Il règle les différends entre eux et ces tribunaux étaient considérés à cette époque comme le centre du pouvoir judiciaire. Bien sûr, ces tribunaux n'avaient pas le droit, ni le Bacha ni le commandant n'avaient le droit pénal dans les moyens. Ni le commandant n'avait le droit pénal, donc la seule chose sur laquelle il a travaillé était l'ijtihad. Il a également souvent travaillé sur l'ijtihad à partir de la jurisprudence islamique. Post-colonialisme. Bien entendu, toutes ces questions se sont produites avant le colonialisme. Lorsque celui-ci était arrivé, il souhaitait apaiser la situation. Il a gardé dans son plan les questions qui ne constituaient ni difficulté ni complexité. Et il s'est dirigé dans une direction, et bien sûr, il a tenu un accord avec le sultan sur l'organisation du pouvoir judiciaire. Et la France, on s'engage dans une direction où il a dit je n'ai aucun problème avec la charia, les tribunaux de la charia, car il s'agit de questions spéciales liées au statut personnel, comme l'héritage, mariage, le divorce, et ces affaires n'ont rien à voir avec la France. Alors ils nous ont laissé les tribunaux de la charia, mais les tribunaux consulaires
ont été rejetés par la France. Et ils nous ont dit, non, ce n'est pas permis. Je suis entré au Maroc et il n'y avait plus rien que s'appelle des tribunaux consulaires. Donc, les tribunaux consulaires ont refusé. Et nous avons des tribunaux françaises modernes. Bon. Et si un litige ou un désaccord survient avec un étranger français, les tribunaux sont là. Le modernisme français tranche la dispute. Il s'agit donc d'un renouveau ou d'un changement intervenu sur la carte judiciaire au Maroc. Nous avons préservé les tribunaux de la charia et l'hébreu en même temps. Et nous avons aboli les tribunaux consulaires. Et bien sûr, la France a créé des tribunaux modernes, tout en maintenant également sur les tribunaux de Marzania. Car surtout dans le monde rural, la France n'a pas réussi à atteindre le monde rural. Le type de tribunal est resté pratiqué par le commandant ou le Bacha dans un groupe de cercle.